Bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Aujourd'hui, nous commençons la partie 2 sur la structure de la matière, épisode 1, l'électronégativité. C'est parti. Je vous présente la classification périodique des éléments chimiques que vous avez vu en seconde, donc dans laquelle on peut trouver tous les éléments connus à ce jour, classés par ordre croissant de numéro atomique, d'accord, donc de nombre de protons dans le noyau. Voyons voir de plus près ce qui se passe dans un élément, par exemple le carbone. Alors, comme on ne peut pas faire le schéma d'un élément, je vous ai fait le schéma d'un atome, donc du carbone 12. Donc, on voit bien le noyau, avec ses 6 protons, ici en jaune, et ses 6 neutrons en gris. Et autour se trouvent des électrons. Ce modèle-là, vous l'avez vu en seconde, il s'agit du modèle de Bohr. Et vous avez également vu, donc en seconde, que ce modèle de Bohr, avec ses électrons qui sont en couche, qui tournent ou qui gravitent autour du noyau, est faux. Pourquoi ? Parce que les électrons ne tournent pas autour du noyau et, encore plus important, ces électrons ne peuvent pas être dessinés ici comme des points, car les électrons sont en fait délocalisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ici comme des points et que la seule chose qu'on peut exprimer, c'est ce qu'on appelle la densité de présence, qui est un endroit de l'espace où il y a une plus forte chance qu'ailleurs, qui est un électron. C'est ce qu'on appelle le modèle de Schrödinger, donc que vous avez vu en second. Il se trouve que même si ce modèle de Bohr est faux, il est très simple, contrairement au modèle de Schrödinger qui est assez complexe, et notamment il est suffisant pour expliquer tout ce qu'on va essayer de faire en première S. Donc tout ce qu'on va faire sera avec le modèle de Bohr, donc vous allez voir, ça va être simple à comprendre, il faut toujours avoir en tête que ces électrons ne sont pas des points et qu'ils ne tournent pas en fait autour du noyau. Alors maintenant que ça c'est dit, on voit que ces électrons qui sont donc chargés négativement sont autour d'un noyau qui est globalement chargé positivement. Eh bien, ils sont donc de charges opposées. D'après la loi de Coulomb, ils vont s'attirer. Donc, il va y avoir une force qui s'exerce sur le noyau, sur les électrons de la part du noyau, et inversement, le noyau va être attiré. Il se trouve que le noyau est beaucoup plus lourd que les électrons. Cette interaction de Coulomb ne va avoir des conséquences que sur les électrons. De la même façon que quand on tombe vers la Terre, c'est surtout sur nous que les conséquences ont lieu, pas vraiment sur la Terre. Et on va donc définir l'électronégativité comme ceci. C'est donc quelque chose qui est caractéristique d'un élément. C'est une grandeur sans unité et c'est lié à la force avec laquelle les électrons sont attirés par le noyau. Alors, si on reprend ma classification périodique des éléments chimiques, la question qu'on va se poser, c'est comment cette électronégativité va s'évoluer dans le tableau et comment, en regardant un élément, on sait si c'est électronégatif ou pas. Commençons par regarder ce qui se passe dans une ligne. On va donc comparer le carbone et l'oxygène qui sont tous les deux sur la même ligne et on va se demander lequel des deux est le plus électronégatif. Donc, si on dessine les isotopes les plus courants de ces éléments, donc ici le carbone 12 avec 12 nucléons, donc 6 protons, 6 neutrons, et l'oxygène 16 avec 16 nucléons, donc 8 protons, 8 neutrons. On voit qu'une des choses principales qui diffèrent, c'est la taille du noyau. D'accord, le noyau d'oxygène est plus gros que le noyau de carbone et il est notamment plus chargé, puisqu'il a 8 charges plus, alors que le carbone en a seulement 6 des charges plus. Eh bien, ça va faire que la force exercée par le noyau sur les électrons est plus petite sur le carbone et plus grande sur l'oxygène. Donc, on va pouvoir dire que l'oxygène est plus électronégatif. Et donc, si on revient sur le tableau périodique des éléments, on voit donc que l'électronégativité va augmenter sur une ligne. De la même façon que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, il est également plus électronégatif que l'azote et le fluor est encore plus électronégatif que l'oxygène. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans une colonne ? Eh bien, on va comparer le carbone et le silicium. Donc là, pareil, ce sont les isotopes les plus courants. On voit que le noyau est beaucoup plus gros dans le cas du silicium, puisqu'il a 14 protons, alors que le carbone n'en a que 6. Mais on voit qu'il se passe autre chose, c'est que les électrons sont dans la couche, ici, M, alors qu'ici, c'est dans la couche L. Ils sont en fait plus loin
du noyau. Et si vous voulez rappeler la loi de Coulomb, comme elle est en 1 sur R carré, plus on est loin, plus la force va diminuer vite. Et bien, ça va faire que la force exercée sur l'électron là va être plus grande que là. Et donc, cette fois-ci, c'est le carbone qui va être plus électronégatif que le silicium, puisque ces électrons au silicium sont plus loin. De plus, il y a ici aussi des charges négatives, qui sont les électrons, qui se passent comme si ils vont écranter le pouvoir positif et attracteur du noyau, et donc ils vont faire que cette force va être beaucoup plus petite dans le cas du silicium. Et donc on va pouvoir dire que dans une colonne, l'électronégativité augmente avec vers le haut, c'est-à-dire que le carbone est plus électronégatif que le silicium, qui est plus électronégatif que le germanium. Dans une colonne, plus l'élément chimique est haut, plus il est électronégatif. Une fois qu'on a fait ça, il y a plusieurs façons de mettre un chiffre sur cette électronégativité. Donc on revient à la définition de l'électronégativité, qui est donc caractéristique d'un élément, liée à la force avec laquelle les électrons sont attirés par le noyau, et on voit qu'elle peut s'exprimer dans différentes échelles, qui sont toutes hors programme. Mais on peut trouver dans les livres et sur Internet ce genre de tableau, où on va trouver avec chaque élément un nombre qui correspond à son électronégativité. Alors elle est souvent, même tout le temps, entre 0 et 4, ici entre 1, le lithium, le moins électronégatif de tous à 0,98, et le fluor, le plus électronégatif à presque 4. Donc on voit bien que c'est bien respecté, ça augmente comme ça, l'électronégativité, et ça augmente comme ça également. Donc l'élément le plus électronégatif, c'est le fluor. Ici, il s'agit de l'électronégatif de Pauling, et on peut trouver des chiffres un peu différents dans les autres échelles d'électronégativité. Ça fait beaucoup de choses, donc qu'est-ce qui est à retenir exactement? Eh bien, c'est ce qu'on a dit, elle augmente comme ça l'électronégativité, et comme ça. Ça veut dire aussi que vous ne pouvez comparer que deux éléments qui sont sur la même colonne ou sur la même ligne. On ne peut pas savoir, par exemple, qui de l'oxygène ou du chlore est plus électronégatif. Concrètement, dans les exercices, c'est toujours les mêmes éléments qui arrivent. Les seules choses qui sont vraiment à retenir, c'est que le carbone et l'hydrogène ont environ la même électronégativité. Tous les deux, environ la même. Alors que le chlore, l'oxygène et l'azote, qu'ils sont les éléments qu'on va trouver le plus souvent dans les molécules, sont eux plus électronégatifs que le carbone. Donc si vous retenez ces trois choses-là, vous avez tout ce qu'il faut à savoir en première S sur l'électronégativité. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un prochain épisode.